bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir deux auteurs de polar, Nicolas Lebel, qui signe Le Gibier aux éditions du Masque. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Nicolas Lebel. Merci. Et Olivier Norek, qui signe Impact aux éditions Michel Lafon. Bonjour. Alors vous n'en êtes pas tous les deux à votre premier coup d'essai, hein, puisque vous êtes tous les deux déjà des auteurs et scénaristes pour les deux, hein, c'est ça. Et donc, vous venez à Limoges pour présenter ces deux nouveaux polars qui n'ont rien à voir, je trouve. Tant qu'à faire, ouais, c'est mieux. Donc, vraiment, on a vraiment là, ici, chez Nicolas Lebel, un polar... vraiment... Les mots vous manquent. Ouais, je comprends. Un polar vite fait, quoi. Là, on a vraiment un polar vite fait, quoi. Bien sûr. Vous moquez pas. Un roman policier en toute sa splendeur. Oui, hein, c'est pas mal. J'aime bien Splendeur. Pourtant, le policier, c'est pas vous, c'est plutôt vous qui êtes capitaine de police. Vous êtes professeur d'anglais. Tout à fait. Hein, un petit peu pour replanter aussi le décor. Et dans Le Gibier, en fait, vous allez me raconter un petit peu l'histoire de départ. Oui, mais vous avez dit une bonne partie. Ça commence vraiment comme un polar traditionnel à la papa, au moment où deux enquêteurs trouvent deux cadavres dans un appartement parisien. L'enquête est lancée. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet appartement? Ils sont appelés sur une prise d'otage. Ils arrivent, il y a deux cadavres. Qui les a tués? Est-ce qu'il y a un suicide? Est-ce qu'il y a un meurtre? De fil en aiguille, l'enquête va avancer. Ils vont tomber sur des fausses pistes, des choses trappes, et vont à un moment se tourner vers l'évidence. Il y a une Chloé de Talence qui semble mêlée à ce double meurtre. Chloé de Talence, quel heureux hasard, c'est l'amour de jeunesse de l'enquêteur principal, le commissaire Paul Starsky. Il la connaît, il a passé 7 ans avec elle. Évidemment, ce n'est pas elle. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est pas elle? Je ne peux pas vous en dire trop parce qu'après... Est-ce que c'est le hasard? C'est pas le hasard? Ouais. Je ne peux pas vous en dire plus. Alors, il y a deux phases quand même dans ce livre. Et d'ailleurs, il y a deux parties, vraiment... parce que quand on lit le synopsis, la 4e de couverture, on voit qu'on parle d'apartheid aussi. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai lu, j'étais surprise au début. J'ai dit, mais c'est où? C'est le but du jeu, hein, d'être secoué un petit peu par le polar. Et c'est la surprise, vraiment. Ouais. Et en plus, j'ai vérifié un petit peu les données et on découvre quand même des choses. Alors, c'est vous le professeur d'anglais, alors c'est vous qui allez m'aider sur cette deuxième partie. Donc, il y a une deuxième partie qui s'appelle... En français, je vous la fais moi. Oui, très bien. D'accord. Fer de lance de la nation. Tout à fait. Vous me le dites en anglais? Ben non, parce que c'est pas en anglais en fait. Hein. C'est de l'afrikaner, que je ne parle pas bien sûr, puisque c'est la langue locale en Afrique du Sud, l'une des langues qui est parlée avec l'anglais. Donc là, je vais avoir du mal à vous traduire. Vous ne pas dans le nôtre. Non, je ne parle pas afrikaner, pas couramment. J'ai un petit accent qui me vaut des moqueries. Et alors, d'où vous est venue cette idée de mélanger ce polar avec... ce mouvement-là? Alors l'idée vient du fait qu'un grand projet avait été lancé par ce gouvernement à l'époque, le gouvernement blanc, suprémaciste blanc, puisqu'ils étaient une minorité blanche à l'époque au gouvernement. Ils ont rapidement senti que dans cette Afrique noire, ils allaient être en difficulté. Ils ont lancé un système d'éradication, de nettoyage ethnique, basé sur un empoisonnement de l'eau d'abord dans les quartiers noirs, et puis après un vaste programme de stérilisation des populations noires. Alors tout ça, on l'a su bien tardivement, hein. Évidemment, c'était secret à l'époque, mais ça a été évidemment un tollé au moment où ça s'est su. Il y avait en Afrique du Sud, à l'époque, donc, un projet d'éradication de la population noire dans le pays, en Afrique du Sud, et si possible à l'échelle du continent. Voilà comment m'est venue l'idée. Alors je voulais en parler, d'autant que Chloé de Talence est à la tête d'une entreprise pharmaceutique qui a des racines en Afrique du Sud. Je terminerai en disant simplement que je déplore que cette histoire soit oubliée, parce que je fais partie de cette génération qui a manifesté à l'époque, à la fin des années 80, pour la libération de Mandela et pour le boycott de l'Afrique du Sud.
Donc c'est quelque chose qui était très présent à notre époque, et je crois pour ma génération. Et on fête aujourd'hui, en catimini, pour ne pas dire dans une discrétion scandaleuse, les 30 ans de l'abolition de l'apartheid. Ça se passera le 30 juin, a priori, et j'ai vu personne en parler. Pour l'instant. Pour l'instant. En tout cas, il y a un bouquin qui en parle. Mais Oui. jusqu'en 1975, il y avait un programme de stérilisation des jeunes filles africaines à l'intérieur même des écoles aux États-Unis. Ah oui. Dès qu'il y avait une élève qui était... en fait, on disait qu'elles étaient en difficulté, on disait qu'elles avaient un retard. Donc en fait, on leur faisait faire une visite médicale pour savoir si en fin de compte, il n'y avait pas vraiment de problème moteur. Ouais. Et sous le prétexte d'aller lui faire voir une psychologue, en fait, on faisait un programme de stérilisation des populations black jusqu'en 1975 aux États-Unis dans les écoles. Ouais. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre génération. Ouais, tout à fait. Et c'est totalement oublié. Et t'as raison. Passé sous le tapis, en tout cas. Complètement. On a l'impression que vous vous ancrez bien dans la réalité aussi pour pouvoir vous permettre des choses comme ça à côté. Bien sûr. Et puis pour vous dire, mon histoire, elle est vraie ou elle peut être vraie. La vôtre aussi. Enfin, on l'espère peut-être pas. Pour le PDG de Total, parce qu'on va replanter aussi on va replanter un petit peu le décor de ce livre, Impact. Je vous laisse nous raconter l'histoire. Avec plaisir. C'est l'histoire d'un type qui va rapidement comprendre que face à l'inaction des gouvernements et de la justice, face au drame climatique qui est en train de se dérouler, on parle de 20 millions de morts par an. 20 millions de morts par an, c'est l'équivalent d'une première guerre mondiale tous les ans, en fait, en pertes humaines et en pertes militaires. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, tout simplement parce que ce n'est pas sur nos continents pour l'instant. Mais ça arrive à grands pas. On ne nous en parle pas tous les soirs à la télé, on ne fait pas le compte aussi. Et donc ce type va réaliser qu'aucun gouvernement n'agit réellement, aucune justice n'agit réellement, et donc il va se décider à kidnapper les représentants, les patrons des plus grandes entreprises polluantes. Il en a vu aussi, il était militaire. Oui, il était militaire. De donc base, il est militaire. C'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui est habitué à appliquer les ordres. Mais l'ordre n'empêche pas l'introspection, l'ordre n'empêche pas de réfléchir aussi, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il va se désolidariser de tout ça, de cette architecture, de ces ordres, et il va aller donc à l'encontre exacte de ce qu'il est. Et il va se mettre à kidnapper donc les plus grands dirigeants des entreprises polluantes pour leur faire changer de politique, essentiellement de politique aux énergies fossiles. C'était quelque chose d'assez évident pour moi. C'est-à-dire qu'on a beau chercher un bel assassin pour un bouquin. Moi, j'ai trouvé l'assassin le plus efficace, le plus prolifique de toute l'histoire des romans policiers, puisqu'il tue 20 millions de personnes par an. Et pour un flic, parce que j'ai été flic pendant 18 ans, ressentir cette injustice de savoir que le plus grand assassin en série, non seulement n'est pas poursuivi, mais à l'inverse, justement, il est même facilité, il est même protégé. C'est quelque chose moi qui m'a heurté vraiment très très fort, et j'ai décidé pour la première fois de créer un anti-héros, de faire en sorte que le lecteur ait à se poser la question, mais est-ce qu'en fait je ne serais pas pour cet assassin, puisqu'évidemment il va assassiner à tour de bras pour arriver à son but. Son but évidemment n'est pas de changer le climat, parce qu'on sait qu'on ne va pas y arriver comme ça dans les 5 ou 10 prochaines années, c'est quelque chose qui va prendre 20-30 ans, c'est pour ça qu'il faut agir dès maintenant. Donc lui en fait son but c'est que toute son opération, toute son action soit retransmise par les réseaux sociaux, et qu'en fin de compte son action, même s'il va tuer 1, 2, 3 personnes à peine, que tout ça soit mondialisé, et qu'en fait il va utiliser les mêmes outils que ces grandes entreprises. Et donc il kidnappe le PDG de Total. Il kidnappe le PDG de Total, il kidnappe la responsable financière de la Société Générale. Voilà, je me suis dit que ça ne servait à rien de dénoncer des choses si je ne pouvais pas les nommer. Et donc on a serré les dents et on a croisé les doigts. De pas se faire. On a surtout pris les services d'une armée d'avocats pour entourer ce livre-là, pour qu'il soit inattaquable. Oui, parce que vous les avez nommés, et en plus vous prenez des exemples de discours qui sont réels, hein, puisqu'il y a à peu près une trentaine de pages à la fin où vous référencez justement. Alors ce sont des discours qui ont été enregistrés, ce sont des discours qu'on peut retrouver, mais quand effectivement vous avez le PDG de Total qui vous dit bon, alors on sait bien que le but du monde c'est de ne pas dépasser les 2 degrés, et que si on arrive à 3 degrés, on parle déjà de millions de morts, on parle déjà de guerre, on parle déjà de montée des eaux qui vont générer des centaines de millions de personnes qui vont se déplacer, des populations entières. En gros, 3 degrés, c'est la fin du monde. Et il dit, nous, à peu près, le plan de Total, on est plutôt sur 3,5, 4 degrés. Et il rit. Quand un type comme ça réussit à s'amuser de cette situation, eh bien moi, j'y retrouve exactement
la même notion d'absence de bien et de mal qu'on peut trouver chez les psychopathes. On ne peut pas dire, bah, moi, mon business plan, c'est la fin du monde. Et s'en trouver ravi et en sourire. C'est à peu près comme quand vous discutez avec quelqu'un qui n'a pas de notion de bien et de mal et qui dit « oui, je tue et après ». Parce que c'est exactement ce qui se passe. Quand ils signent, quand ces grandes entreprises, on ne va pas focaliser sur Total, hein, on a Shell, on a BP, on a les grandes banques. Je sais que vous en avez plein d'autres à citer. Non, il y en a plein. Mais quand ils signent à un moment donné, au bas d'un contrat, par exemple, le projet Mozambique aujourd'hui. Le projet Mozambique, ça a déjà déplacé 200 000 personnes, ça a déjà fait des guerres, des soulèvements. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Vous mélangez Daesh avec Total, avec la Société Générale, avec des millions. C'est exactement ce qui est en train de se passer au Mozambique. Ils étaient au courant de tout ce qui allait se passer. Évidemment, puisque ça leur est déjà arrivé en Tanzanie, ça leur est déjà arrivé dans plein d'autres endroits. Ils savaient exactement ce qui allait se passer, mais ils se sont dit il y a des milliards. Donc en signant, ils ont dit oui, je sais que ça va faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de morts, mais il y a du pognon au bout. Ah non, mais oui, puis on peut tout vérifier. Hein. Moi, j'ai vérifié plein de choses. Je me suis dit, c'est pas possible. Et, enfin, il y a plein d'exemples. Les Américains qui peignent leur pelouse. Qui peignent leur pelouse en vert, ce n'est oui. pas possible. C'est drôle. Mais si, c'est vrai. Il y a à un moment aussi, je sais pas, je crois que c'est en Inde, où ils respirent de l'air aussi. Oui, il y a des barres à oxygène. Voilà, des barres à oxygène. Il y a des barres à oxygène pour se souvenir comment c'était de respirer normalement. Et pas loin, à cause des moussons qui ont été totalement déréglés par les dérèglements climatiques. Donc, il y a des rivières qui font des crues, sauf qu'il y a une rivière en plein milieu de l'Inde qui accueillit des dizaines et des dizaines de milliers de crocodiles, ce qui fait que les crocodiles se sont mis à infester les villages. On a les ours en Sibérie qui commencent à réaliser que la viande humaine, elle n'est pas si dégueulasse que ça, elle est beaucoup plus proche que celle qu'ils vont trouver en traversant la banquise et en faisant des migrations. Donc ils commencent à fouiner d'abord dans les poubelles et puis maintenant dans les villages. Et quand ils vont découvrir le goût de la viande humaine, vous ne ferez pas faire demi-tour à un ours. Quand il aura compris qu'en fait à 500 mètres c'est mieux qu'à 300 km, il ne bougera pas et ce sera un vrai. Il faudra les abattre. Bon, en tout cas, on a plombé votre soirée là, je pense. Pas du tout. Il y a un truc qui est important et Nicolas le disait tout à l'heure, c'est que évidemment c'est ce qui a été le moteur de nos livres dont on aime le plus parler. Mais évidemment, toute cette colère, ce n'est pas ce que vous allez trouver en premier dans le livre. D'abord, ce que vous allez trouver en premier dans le livre, c'est d'abord le plaisir, le côté ludique. On est des gros chats, le lecteur est une souris et on va s'amuser avec eux. Et c'est à la fin du bouquin qu'on va se dire « Ok, d'accord ». Et en plus de ça, il y a une couche en plus qui fait que voilà, je suis plus conscient, plus éveillé, mais bon, le côté ludique, c'est ce que je pense qui nous meut d'abord, c'est ce jeu aussi. Alors après, c'est être utile, c'est vrai, mais il y a d'abord ce jeu avec le lecteur qui est quand même intéressant. Et puis on peut rester naïf, on n'est pas obligé de vérifier toutes les informations et de se dire que c'est la réalité. Mais les lecteurs sont contents d'apprendre des choses. Ils viennent, ils disent j'ai appris plein de trucs. C'est le premier truc qu'ils disent. Et c'est même pas j'ai aimé votre livre, j'ai appris plein de trucs. Et ensuite, ils viennent aussi avec des questions. Mais pourquoi et ils s'interrogent sur... Et j'ai vérifié. Donc ça marche. Les gens ont envie de trouver ça dans la littérature noire. Ils ont envie de trouver cette documentation, ce regard sur le monde. Donc, je pense que c'est une bonne piste aussi au moins pour éveiller les consciences, si on peut. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'être venus ici à Lire à Limoges pour nous parler de vos deux ouvrages que je rappelle, Olivier Norek, Impact. Donc c'est paru chez Michel Lafon, et Nicolas Lebel, Le Gibier, qui est paru aux éditions du Masque. Merci. Merci beaucoup.